Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction la Haute-Égypte et la rive occidentale de Thèbes. Sur la route de la nécropole thébaine, au milieu des cultures et de la végétation, on peut apercevoir deux très grandes statues, les colosses de même nom. Mais que font-elles ici? Et à qui appartiennent-elles? C'est ce que nous allons voir à travers cet épisode. Allez, c'est parti, bon visionnage. À l'entrée de la nécropole thébaine, située au milieu des cultures, on peut apercevoir deux énormes statues. Ce sont les célèbres colosses de même nom. Ces deux sculptures de pierre sont en fait les derniers vestiges d'un grand temple funéraire dédié au pharaon Amenhotep III, construit durant la 18e dynastie lors du Nouvel Empire, environ en 1388. Mais allons pas trop vite, concentrons-nous d'abord sur ces deux grandes statues. Elles représentent toutes les deux le roi Amenhotep III, assis sur un trône, les mains posées sur les genoux et coiffé d'une émesse, la coiffe emblématique des pharaons. Les statues mesurent environ 19 mètres de hauteur. Elles sont toutes les deux sculptées dans un seul bloc de quartzite. Le colosse de gauche représente donc Amenhotep III. Il est accompagné de Tiye, son épouse, et de Moutemouya, sa mère. Sur les deux côtés du trône, on peut également apercevoir une représentation symbolique de l'union des deux terres, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, accompagnée du dieu du Nil Hapi, nouant le papyrus et le lotus, les symboles du double pays. Mais alors, pourquoi ce nom de colosse de même nom et pas par exemple colosse d'Amenhotep III? Eh bien ceci est dû à une fameuse légende apparue tardivement. Tout part de l'historien et géographe grec Strabon, qui vécut lors de la période hellénistique. Il est le premier à mentionner les colosses dans sa grande encyclopédie, la géographie. En voici un premier extrait. Sur cette même rive se dressaient naguère, presque côte à côte, deux colosses monolithes. De ces colosses, l'un s'est conservé intact, mais toute la portion supérieure de l'autre, à partir du siège, a été renversée, à la suite, paraît-il, d'un violent tremblement de terre. Il évoque donc que c'est lors d'un tremblement de terre, qui serait apparu en l'an 27 avant Jésus-Christ d'ailleurs, que le colosse de droite se serait écroulé. Voici la suite de l'extrait. On croit généralement dans le pays qu'une fois par jour, la partie du second colosse qui demeure encore assis sur son trône et d'aplomb sur sa base fait entendre un bruit analogue à celui que produirait un petit coup sec. Effectivement, lors de la visite que je fis à ce monument, en compagnie d'Elius Gallus et de sa nombreuse cohorte d'amis et de soldats, j'entendis le bruit en question. Mais d'où venait-il? De la base de la statue ou de la statue elle-même? Je n'ose rien affirmer à cet égard. Strabon ajoute donc que depuis ce fameux tremblement de terre, le colosse émet un bruit, un sifflement, et se met entre guillemets à chanter au lever du soleil. Et c'est depuis ce phénomène assez mystérieux que cette légende va s'installer. En fait, on va très vite assimiler ce bruit aux lamentations de même nom, un héros de la guerre de Troie. Vous savez, cette fameuse grande guerre entre Troyens et Grecs évoquée dans l'Iliade par Homère. Memnon, qui combat du côté des Troyens lors de cette guerre, est tué par le héros grec Achille. Mais étant le fils de Éos, la déesse de l'aurore, Memnon va retrouver la vie à l'aube et se mettre à chanter. L'endroit devient donc un véritable lieu de pèlerinage où de nombreux Grecs ou même Romains viennent entendre l'oracle de Memnon et graver différentes inscriptions sur la statue chantante. Et parmi ces visiteurs, un certain empereur romain, Hadrien, serait également venu entendre Memnon saluer sa mère Éos. De nombreux auteurs antiques vont également mentionner ces colosses et ce fameux phénomène acoustique, c'est le cas de Pausanias ou encore de Tacite. Mais en 199 de notre ère, l'empereur romain Septime Sévère ordonna la restauration de la statue, dans le but de s'attirer les faveurs de l'oracle. Et depuis ce jour, le colosse cessa de chanter. Comme je le disais tout à l'heure, les deux colosses de même nom sont les derniers vestiges d'un très grand temple dédié au pharaon Amenhotep III. Mais avant de parler de ce grand temple, il me paraît important d'évoquer rapidement la nécropole thébaine et son utilisation pour se situer et se remettre dans le contexte de l'époque. La nécropole thébaine se situe à l'ouest du Nil, en face de Thèbes, la capitale lors du Nouvel Empire, une période qui débute en 1540 avant JC. Dans cette nécropole, plusieurs pharaons des dynasties 18, 19 et 20 se font construire de grands monuments cultuels. On y trouve des temples et de nombreuses tombes. C'est le cas par exemple des temples funéraires d'Hatchepsout, de Ramsès III, de Séti Ier, ou encore des nécropoles royales telles que la Vallée des Rois ou la Vallée des Reines. Il faut également savoir que lors de cette période, le Nouvel Empire,
les pharaons se faisaient construire des temples appelés temples des millions d'années. Leur fonction était d'avoir dès le vivant du pharaon un lieu de culte du roi divinisé en association avec le dieu Amon, la principale divinité thébaine. Et nous verrons par la suite que c'était effectivement le cas pour le roi Amenhotep III. Mais d'ailleurs, qui est ce pharaon? Amenhotep III est le 9e pharaon de la dynastie 18. Il est le successeur de Thoutmôsis IV, qui est également son père. Moutemouya, qui est représenté sur un des 2 colosses de même nom, est sa mère. Au Nouvel Empire, l'Égypte est un pays puissant, possédant de nombreuses richesses, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Amenhotep III va donc reprendre un empire prospère et stable. Lors de son règne, qui débute en 1388 et qui va durer environ 40 ans, Amenhotep III va surtout utiliser la diplomatie dans le but de consolider la paix établie par ses prédécesseurs. Pour cela, il va épouser plusieurs femmes des royaumes voisins, comme Babylone ou encore le Mitanni. Mais il va surtout épouser Tiye, la fille du haut fonctionnaire Yuya de la ville d'Akhmim en Haute-Égypte. Sous son règne, Tiye devient une grande épouse royale, une reine très proche de son pharaon, à tel point qu'elle sera même représentée de nombreuses fois à taille égale auprès de son époux. Reine très importante, elle est la première conseillère du roi et va jouer un vrai rôle politique et diplomatique. Ensemble, ils auront 6 enfants, dont un certain Amenhotep IV, beaucoup plus connu sous le nom d'Akhenaton. Sous le règne d'Amenhotep III, l'art, la culture et l'artisanat évoluent fortement, mais ce pharaon est principalement considéré comme un très grand bâtisseur. Il se lança dans de très nombreux projets de construction à travers toute l'Égypte, plus grands les uns que les autres. C'est le cas par exemple de son palais à Malkata, en Haute-Égypte, non loin de Thèbes. Mais sa construction la plus importante est son temple des millions d'années, appelé temple d'Amenhotep III ou encore l'Amenophium. Situé à l'entrée de la nécropole thébaine, le temple d'Amenhotep III est construit par l'architecte et chef des travaux du roi Amenhotep fils de Apou. Le temple s'étendait sur plus de 700 mètres et couvrait plus de 35 hectares. Les colosses de même nom marquaient l'entrée dans le but de garder et protéger l'entrée du complexe. Celui-ci comprenait 3 énormes pylônes avec des colonnes, des statues, plusieurs cours, des salipostyles, un sanctuaire et des temples à l'effigie de nombreuses divinités. Le site était considéré comme le plus grand de tous les temples d'Égypte. En voici une description par le roi lui-même. Un temple splendide a été fait pour lui, sur la rive ouest de Thèbes, une forteresse d'éternité pour toujours, en belle pierre blanche de grès. Ce temple est entièrement revêtu d'or. Son pavement est orné d'argent. Toutes ses portes sont en électrum, construit très large et très grand et parfait à jamais. Ce très grand complexe était dédié à plusieurs divinités, comme le dieu Osiris ou encore la déesse Sekhmet. Le pharaon va également s'identifier de plus en plus au dieu Aton. Effectivement, c'est lui qui va donner au dieu solaire un rôle prédominant durant son règne. Mais c'est un peu plus tard, lors de la période amarnienne, que son successeur et fils Akhenaton en fera carrément le dieu unique de l'Égypte. Mais ça, c'est une autre histoire. Mis à part ces divinités, le complexe du roi était principalement dédié au dieu Amon, la divinité tutélaire thébaine. C'est d'ailleurs à travers ce temple qu'Amenhotep III proclame sa propre divinité et reçoit un culte funéraire qui l'élève au rang des dieux. Malheureusement pour lui, son complexe disparut au fur et à mesure du temps, à cause des tremblements de terre, des inondations et des réutilisations successives des matériaux du temple par ses successeurs. Et c'est depuis 1998 que le site du temple des millions d'années d'Amenhotep III est fouillé par l'équipe de l'égyptologue Auric Sourouzian. D'ailleurs, plusieurs statues du roi et de la déesse Sekhmet ont été découvertes sur le site. C'est terminé pour cet épisode, merci de l'avoir regardé. Si t'as apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut salut!